Bonsoir à toutes et à tous. On va commencer. Merci beaucoup d'être ici. Et bienvenue à ce temps d'échange où on va parler surveillance de masse, on va parler vie privée, liberté fondamentale. On va aussi certainement parler de la manière dont les autorités françaises recourent quasiment systématiquement aux technologies de surveillance pour garantir la sécurité. Et pour ce faire, on a la chance d'avoir avec nous Noémie Levin, à ma droite, qui est juriste à la Quadrature du Net, une organisation de défense des libertés numériques. Et à ma gauche, Thomas Jusquiam, qui est journaliste, qui est aussi l'auteur d'un livre que vous trouverez à la librairie juste à côté, qui s'appelle Circuler, la ville sous surveillance, et qui traite de tous ces sujets-là. Donc merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous pour une bonne heure de discussion et d'échange aussi avec vous. Et pour nous mettre un petit peu dans le bain, on vous propose de commencer par le visionnage d'une courte vidéo de quelques minutes qui a été réalisée et produite par Amnesty International France et qui, je pense, va nous permettre de lancer un petit peu la discussion. Et donc, on va faire de la place et on revient juste après. C'est bon, Inès. Bonjour. C'est bon, Ryan. Merci. Merci. On se presse, s'il vous plaît, là? C'est bon, Raphaël. Attendez, il est passé en orange, là, sur la tablette. C'est bon. Merci. Non, mais regardez, il a été filmé devant le lycée. Je hier, m'en c'est- occupe. Ok? T'es juste un peu fatigué, Raphaël. Comme vous voudrez. Écoutez, ça fait plusieurs fois ce mois-ci que je vous dis que votre machine envoie des mauvaises alertes. Je suis obligé de me pointer tous les jours devant le portail pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème. Et parce que moi je les connais, ces gosses. Je connais leur situation. Vos caméras, non. Écoutez, ce matin, un élève a été signalé en orange. Vous voulez savoir pourquoi? Parce qu'il traite tard devant le lycée, parce qu'il a des problèmes chez lui. Et alors quoi? Ça fait de lui un suspect? Non mais où on va comme ça? Elle est où la limite? Bonjour monsieur, Bonjour. on va procéder à un contrôle. Je vous rappelle. Pardon? Papier d'identité s'il vous plaît. Et pourquoi? Bon, on a un problème monsieur Cambrai. Quoi? La reconnaissance faciale vous a mal identifié. Encore? Non mais sérieux, là? On va devoir vous poser quelques questions. Vous rigolez, j'espère. C'est la procédure. Si vous refusez, on va devoir vous emmener au poste. J'ai rien à me reprocher, ok? C'est pas moi qui décide. Mais c'est qui alors? C'est votre machine qui fonctionne pas? Alors ma belle,
fait la gueule? Si tu veux, je descends avec toi. Calme-toi, tout va bien. Regarde. Souris, t'es filmé. Je vais te redonner le sourire, moi. Vous pensez que c'est une fiction? En 2019, Nice a voulu tester la reconnaissance des émotions dans ses tramways. Nous ne voulons pas d'une technologie qui conduise à l'autocensure. Depuis 2015, la police française serait dotée d'un logiciel permettant la reconnaissance faciale dans nos rues. Nous ne voulons pas d'une technologie qui risque d'aggraver les discriminations. En 2018, la région PACA a voulu installer la reconnaissance faciale dans des lycées. Nous ne voulons pas d'une technologie qui fasse basculer nos vies vers une surveillance généralisée. Nous tenons à nos libertés. Et vous ? Merci beaucoup. Je pense que le ton est donné de la discussion de ce soir. Alors, sans plus attendre, je vais me tourner peut-être vers toi, Noémie, et puis un peu la même question aussi pour toi, Thomas. Peut-être en réagissant à cette vidéo qui joue un petit peu entre la fiction et la réalité. Vous l'aurez compris, ça part de situations réelles. On a un petit peu tiré le fil. Dans quelle mesure, justement, cette fiction n'est pas si lointaine et dans quelle mesure, finalement, ce qui est en train de se passer en France peut faire écho à ce qui se dit dans cette vidéo? Alors, peut-être pour revenir sur les situations, c'est expliqué dans le film, mais c'est des situations qui existent, qui ont existé, que ce soit d'un point de vue législatif ou en tout cas, c'est des technologies qui existent. Et à la Quadrature du Net, on les documente avec Amnesty, on réagit à ces lois qui passent et aussi on essaye de documenter l'opaque, en fait tout ce qu'on ne sait pas. Et c'est là la difficulté avec ces technologies qui sont en fait, faut vraiment les voir comme une même famille, que ce soit donc, pour reprendre celle qu'on voit, il y a la reconnaissance faciale, il y a la reconnaissance des émotions. On peut ajouter à ça, c'est dit à la fin, la reconnaissance des comportements. C'est vraiment à la base la même technologie d'intelligence artificielle, c'est les mêmes entreprises, c'est les mêmes acteurs et c'est des choses qui se déploient en France et où c'est difficile, comme je disais, d'avoir des informations. Et c'est à chaque fois, justement, qu'on a un peu une occasion dont on se saisit pour pouvoir la visibiliser et lutter contre. Et c'est des dangers qui sont similaires, on le voit très bien dans le film, de normalisation des comportements, de contrôle social, de discrimination. Et donc, comme tu dis, là où c'est difficile, c'est que sans crier au loup, parler de ce qui existe, et en même temps, ce qui existe annonce le futur, vu que, comme je l'ai dit, ce sont les mêmes ingénieurs, les mêmes technologies. Et donc là, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été montré existe vraiment, et en l'état, aujourd'hui en France, la reconnaissance faciale existe. Donc il y a ce qui est mentionné dans le film de l'utilisation depuis 2015, c'est par un logiciel privé, mais il y a aussi via des fichiers de police, le fichier de traitement des antécédents judiciaires. La police utilise déjà la reconnaissance faciale et en fait c'est assez peu su.
on imagine ça comme un futur lointain et en fait elle est déjà là. Pareil, la reconnaissance des émotions, il y a eu une expérimentation à Nice et ça a été négocié dans un texte européen pour que ce soit possible en France, dans le règlement sur l'intelligence artificielle dont on parlera. Et enfin, la reconnaissance des comportements, sur laquelle on a pas mal travaillé à la Quadrature du Net, qu'on a vu apparaître à la fin des années 2010, où en fait on va en reparler, mais c'est un marché qui s'est constitué. Énormément de villes ont acheté ces logiciels donc pour ajouter sur les caméras, analyser les comportements des gens qui passent pour déterminer qui est suspect ou non. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont là. Et on voit qu'en fait, la loi arrive souvent trop tard. En tout cas, arrive après que le marché se soit déployé. Et donc, entre ce qui existe d'un point de vue juridique et ce qui existe d'un point de vue technique, c'est souvent en tout cas, dans des temps de décalage. Et en tout cas, la société vers laquelle ça mène et les effets sur nos rapports sociaux, ils sont assez bien décrits. Le trait est forcé, mais c'est clairement les risques qu'on dénonce et qu'on documente aussi. Merci beaucoup. Effectivement, les risques, pour rappel, droit à la vie privée, liberté fondamentale, liberté d'expression, donc cet effet dissuasif sur l'exercice des droits, et puis discrimination, qui a aussi été illustré dans le documentaire. Merci beaucoup. Thomas, un peu même question, ton constat, ton regard en fait sur la situation. Toi, tu as aussi pu appréhender, si je puis dire, la chose de l'intérieur, puisque tu as pu aussi enquêter et voir de première ligne un petit peu comment les choses étaient gérées côté acteur privé. Quel est ton regard sur la situation actuelle, sur l'état effectivement de la technologie et ce que ça peut générer dans les années à venir? Déjà, ce qu'on peut dire pour que tout le monde soit au même niveau d'information, c'est que c'est effectivement de l'IA. Ça repose sur de la vision par ordinateur. Donc, vous avez des algorithmes qu'on va alimenter d'images dans des datasets ou des bases de données qui vont pouvoir ensuite identifier, classifier et traquer l'objet, l'humain étant considéré comme un objet, au travers de la caméra. Donc, ça fonctionne un petit peu comme ça. Peut-être pour réagir sur la vidéo, moi, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est l'effet de chilling effect qui est un petit peu documenté, ou effet de refroidissement. C'est que ces dispositifs de surveillance ont aussi un effet, c'est de nous empêcher d'agir ou de nous faire peur. On va, je pense, revenir sur l'efficacité des dispositifs de surveillance parce que ça me paraît être un point important. On voit dans la vidéo que l'état des personnes sont anxieux. Il faut rester prudent avec cet effet de chilling effect qui est très recherché par les dispositifs de police, à savoir vous allez être surveillé, donc vous allez modifier vos comportements. Il y a des études notamment en Afrique centrale, au Zimbabwe, qui viennent de l'université d'Oxford, et on a démontré que ça empêchait les gens finalement de diffuser des informations, de se rapprocher des groupes militants. Donc on commence à voir des premières réaction à ça, mais je préfère, faut qu'on reste quand même prudent là-dessus, et je pense que la meilleure chose pour contrer cet effet de refroidissement, c'est tout simplement de connaître ces dispositifs. Faut savoir que la vidéosurveillance classique, elle existe depuis 1991, elle a été déployée à Levallois-Perret, elle a bénéficié d'un vide juridique, comme la VSA il y a quelques années, et elle souffre d'un problème d'inefficacité. La vidéosurveillance n'empêche pas le crime ou les troubles à l'ordre public. Et donc la VSA est arrivée un peu comme un miracle pour les industriels, parce qu'ils ont dit on a déployé trop de caméras dans l'espace public, on n'a pas assez d'yeux pour les surveiller, et donc la VSA va permettre de combler ce trou. VSA, vidéosurveillance algorithmique. Oui, pardon, vidéosurveillance algorithmique. Et donc les industriels, depuis 2015, déploient ces logiciels au travers d'un vide juridique. La loi du 19 mai 2023 est venue encadrer difficilement l'expérimentation des JO, on va y revenir aussi. Mais donc voilà, pour moi, je regarde beaucoup ce sujet-là à travers de la dynamique économique. D'ailleurs, le titre, très bien choisi par Katia. Non, mais en plus, je suis sérieux. Je pense que Orwell, il y a une dimension assez intéressante je dirais, de surveillance totale de la population, qui montre très bien dans son livre, mais il y a une dynamique qui n'est pas du tout dans le livre et qui me paraît centrale dans le déploiement de la vidéosurveillance classique et algorithmique, c'est la dynamique économique. Les acteurs privés sont créateurs de ces innovations, c'est eux qui ont l'argent et c'est eux qui déploient.
Et les enjeux économiques sont importants. La vidéosurveillance classique, c'est 2 milliards de chiffre d'affaires en 2024. La sécurité urbaine en 2023, c'est 36 milliards. Les industriels et l'État marchent de consort pour déployer ces logiciels à travers notamment les dispositifs d'expérimentation qui sont clairement des dispositifs de contournement de la loi au détriment des libertés publiques. J'embraye peut-être rapidement sur peut-être les JO. Enfin rapidement, en tout cas, les expérimentations, elles n'ont pas démarré avec les JO. En 2020, le Conseil stratégique de filière des industries de sécurité, qui donc réunit à la fois les patrons des grandes industries, notamment Thales et Dassault, pour ne citer que, le Premier ministre et le ministre de l'économie en poste se réunissent pour décider des prochaines directives en termes de sécurité. Et on a vu, par exemple, en 2022, en prévision des JO, des expérimentations se déployer avec 189 solutions testées dans l'espace public en contournant les lois. Et ça donne des formes de bac à sable réglementaires et techniques. Et aussi, ça prépare à une forme de, selon moi, on prépare les esprits en fait à ces choses-là, et finalement l'expérimentation de la loi du 19 mai 2023 des JO est un peu ce cadre qui émerge de différentes expérimentations passées. Merci. Je pense qu'on va y revenir un peu plus dans le détail pour expliquer bien ce que c'est. Il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites entre effectivement l'opacité, la difficulté de documenter quelque chose qui est assez difficilement appréhendable, parce que par définition, ne pas exercer des droits, c'est pas tangible, mais c'est extrêmement grave et ça peut être dangereux à terme. Ce que tu dis aussi sur des expérimentations qui sont là depuis très très longtemps, l'intérêt du secteur privé, le côté financier. Et puis ce que tu as mentionné aussi, le fait que finalement les expérimentations sont là avant le droit et avant le cadre réglementaire. Donc on va peut-être revenir là-dessus justement. On arrive avec cette étape des JO qui est importante. Alors pourquoi elle est importante, cette étape des JO? Peut-être dire en quelques mots ce que ça vient légaliser et le contenu de cette loi, et revenir aussi peut-être plus largement sur l'encadrement de ces technologies en France et en Europe. Ouais, je vais faire un petit retour en arrière et parler de notre expérience à la Quadrature. En 2019, on a lancé une initiative qui s'appelle Technopolis, qui visait justement à documenter les technologies policières qui arrivaient dans l'espace public, parce qu'on voyait émerger le phénomène des smart cities, donc ces villes connectées où il y aurait plein de capteurs et de nouvelles technologies pour rendre la vie plus fluide et plus sûre. Et en fait, quand on creusait justement, quand on sortait de cette opacité, on voyait que c'était beaucoup de technologies de surveillance, et c'est là qu'on a découvert la vidéosurveillance algorithmique. Et Thomas l'a bien rappelé, en fait, c'était là depuis un certain nombre d'années. Donc, on a d'abord vu qu'il y en avait à Marseille, on a vu qu'il y avait une expérimentation avant à Toulouse, il y en avait à Roubaix. Enfin, voilà, petit à petit, on a essayé de faire une cartographie de où est-ce qu'il y avait des technologies de surveillance, par quels acteurs. Et parce qu'on va le redire à nouveau, mais c'est vraiment un marché économique qui s'est créé face, voilà, Thomas l'a très bien dit, il y avait trop de caméras, du coup... Des petites startups ou des grandes boîtes se sont dit on va faire un nouveau produit, on va mêler IA et sécurité, on va vendre ça et on va dire que c'est super et que ça va révolutionner le métier. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai une collègue qui a ce terme que j'aime bien, on connaît d'habitude le mot de solutionnisme technologique quand on a un problème, et on va tout de suite dire que la solution passe par la technologie. Et elle parle d'opportunisme technologique, en fait il n'y a pas de problème, mais il y a une technologie et on va trouver un problème pour la justifier. Et c'est exactement ce qu'il y a eu avec la vidéosurveillance algorithmique. En fait, il n'y avait pas tellement besoin de cette technologie, mais il y avait un marché potentiel, et du coup, plein d'acteurs se sont mis à faire donc, ce qu'on appelle de la reconnaissance de comportement. Donc concrètement, ce que c'est, il y a plusieurs types. Il y a soit en temps réel, donc c'est vraiment ce qu'on appelle les opérateurs de centres de supervision urbain, donc vraiment les personnes qui sont derrière leurs écrans à regarder les images en temps réel. En temps normal, ils doivent trouver quelque chose qui est bizarre, et là, en fait, un logiciel va le faire à sa place et va automatiser ça. Donc, faut rentrer dans le code du logiciel. Qu'est-ce que c'est ? Un comportement bizarre. Donc, déjà, on voit un léger problème politique. Et en fait, ça va être des choses très banales comme ne pas marcher, être à terre, courir, en fait, faire autre chose que se déplacer d'un point à un point B. Mais à nouveau, fallait documenter et comprendre ce que c'était. Ça peut être aussi un groupe qui se forme.
tout ce que dans l'imaginaire policier peut être quelque chose de suspect. Et il y a aussi ensuite la vidéosurveillance qu'on appelle a posteriori, donc dans le cadre d'enquête, de pouvoir traiter tout un nombre d'images avec des critères discriminants retrouvés. Par exemple, moi, mon pull, il est très identifiant. Donc ça va être autre chose que le visage, mais on va pouvoir me retrouver sur des images en cherchant mon pull ou en cherchant plutôt des femmes, ou on peut faire ça avec des voitures, etc. Donc en fait, c'est traiter de l'image avec de l'intelligence artificielle. Donc il y a tout ce marché qui s'est créé. Et il y avait 0 cadre juridique, si ce n'est le droit des données personnelles. Et le droit des données personnelles dit que c'est illégal. En tout cas, à partir du moment où c'est pas autorisé spécifiquement, c'est interdit. Sauf que Thomas l'a rappelé, les entreprises ont joué là-dessus. On dit ah mais c'est pas interdit explicitement, mais c'est pas autorisé explicitement, donc c'est un peu légal, mais pas vraiment. Enfin voilà. Du coup, ils ont réussi à se frayer un chemin. Et l'autorité de protection des données, qui s'appelle la CNIL, ne les a pas vraiment arrêtés, mais on y reviendra peut-être après sur la CNIL. Et donc, année après année, ça s'est développé et ça a été rappelé. Il y avait la perspective des JO, qui était encore un autre sujet, mais qui avait été annoncé depuis 2019-2020 comme un moment particulier, parce que, un moment exceptionnel, parce que ça allait être à la fois une vitrine auprès du monde entier du savoir-faire technologique et de surveillance de la France. Donc on savait qu'il allait y avoir un certain nombre de technologies qui allaient être déployées. Et en parallèle, ça allait être un moment d'expérimentation, totalement assumé, de dire, voilà, c'est un moment exceptionnel, on va tester des technologies. Donc on s'attendait à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe pendant ces JO, et du coup les deux phénomènes dont je vous ai parlé, le fait que la VSA se développe et qu'il n'y ait pas de loi, et le fait que les JO soient un moment exceptionnel, on se sont retrouvés avec donc la fameuse loi sur les Jeux Olympiques qui est passée il y a 2 ans, qui était un peu le premier cadre légal pour déployer de la vidéosurveillance algorithmique. Mais il faut bien comprendre que toute la vidéosurveillance algorithmique illégale continue d'être déployée. C'est juste que là, on autorise un peu la première pierre législative pour le faire de façon légale. Et donc nous, on a pas mal dénoncé cette hypocrisie, en fait, où toute l'attention se portait sur cette sur cette loi sur les JO, pardon. Et aussi, ça a été dit par Thomas, il y a le mécanisme derrière ce moment législatif, c'était de rendre acceptable cette technologie, d'utiliser un moment exceptionnel, donc où il y avait des risques exceptionnels de sécurité, pour dire on a besoin de moyens exceptionnels, et il y a cette technologie qui ne marche pas très bien, mais il y a cette technologie qui va rendre les JO vachement plus sûrs. Et donc il y a vraiment une stratégie d'acceptabilité et aussi de y aller pas à pas. En fait, c'est trop gros de légaliser tout d'un coup. C'est assumer que plus tard, ils veulent faire de la reconnaissance faciale. Du coup, il y a vraiment cette stratégie des petits pas. Et donc, les JO étaient un bon moment pour faire cette première pierre législative. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça a permis ? Ça permettait d'utiliser la VSA dans 8 cas d'usage. Donc, je ne me souviens pas de tous, mais par exemple, il y a un mouvement de foule, de marcher à contresens, d'être à terre après une chute, de sortir une arme, d'être densité trop importante de personnes. Je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Mais voilà, ce genre de choses pour les événements sportifs, récréatifs et culturels jusqu'en mars 2025. Donc, c'était bien plus large que les JO. Ça a été utilisé pour des concerts, ça a été utilisé pour des matchs de foot, ça a été utilisé pour le Festival de Cannes, ça a été utilisé pour le Nouvel An, dans l'espace public, dans le métro, dans les gares, pour tester cette technologie. Donc on voit bien que les JO étaient vraiment un prétexte, vu que c'était plus large que les JO et beaucoup plus tard que les JO. Donc voilà pour le premier cas législatif, et peut-être pour le petit plot twist de la fin, quand même, qui est important. Donc comme j'ai dit, nous, on tient à rappeler que ça reste utilisé de manière illégale dans des villes. Par exemple, il y a Saint-Denis, on l'a découvert il n'y a pas longtemps. Il y a Brest, dans les villes plutôt récentes. Et donc, c'était censé s'arrêter, cette expérimentation légale, s'arrêter au 31 mars 2025, avec un rapport d'évaluation qui devait dire est-ce que ça marche ou ça marche pas, pour voir si on pérennise. Et le rapport d'évaluation est sorti et montre que ça marche pas très bien. Mais en fait, on se doutait que ce rapport d'évaluation pouvait être utilisé à double tranchant, parce que si ça marche pas, ils vont dire faut continuer pour que ça marche, et si ça marche, ils vont dire faut continuer. Et là, en fait, le gouvernement n'a même pas attendu que le rapport soit sorti et a utilisé une autre loi qui était en train d'être discutée au Parlement, donc sur les transports, pour déposer un amendement au dernier moment et dire en fait, on va l'étendre jusqu'en 2027. Et donc cet amendement est évidemment passé, vu les rapports de force politique à l'Assemblée. Et donc, comme ça, ils ont modifié, ils ont rayé, ils ont mis c'est pas 2025, c'est 2027, par une autre loi. Et ça, c'était il y a 1 mois, 2 mois. Donc la loi sur les transports, elle vient d'être passée, et il y a une saisine du Conseil constitutionnel, donc on attend de voir. Nous, on pense que c'est pas constitutionnel de faire ça,
mais bon, le Conseil constitutionnel est pas forcément le meilleur allié. Du coup, voilà, pour le cadre légal, je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous en avaient entendu parler, peut-être qu'on pourra en parler dans les questions, parce qu'il y avait un vrai manque pour le coup, une vraie opacité, un vrai manque de transparence sur cette technologie. J'imagine qu'ici, la plupart, vous êtes parisiens, parisiennes. Et cet été, je ne sais pas si vous avez vu les petites feuilles A4 planquées dans les couloirs du métro pour dire qu'il y avait une expérimentation. En tout cas, tout a été fait pour que les gens ne soient pas trop au courant. Et évidemment, ça pose pas mal de questions, encore plus des autres questions dans le processus démocratique de tout ça. Merci Noémie. Je pense qu'on a bien compris comment les JO aient servi quand même de tremplin justement pour, en un sens, normaliser le recours à ces technologies-là, avait aussi favorisé l'acceptation sociale, comme tu le disais, et quelque part cranter finalement un usage qui semble un petit peu irréversible, parce que ce qu'on est un peu aussi en train de dire depuis le début, c'est qu'il y a une trajectoire qui est prise depuis quelques années maintenant par les autorités françaises, mais aussi par les acteurs privés, de développer, déployer ces technologies, y recourir, et on revient rarement en arrière. C'est le fameux effet cliquet quand on parle de technologie. Et je voudrais revenir peut-être une seconde ou une minute ou quelques minutes avec toi sur la question de l'efficacité aussi que tu mentionnais, parce que effectivement dans les arguments qui sont avancés par les partisans de ces technologies, il y a l'idée que ça va nous aider, comme tu l'as dit, à lutter contre la criminalité ou à prévenir un attentat, par exemple. Donc il y a cette idée que c'est efficace et c'est nécessaire à des fins sécuritaires. Or, c'est pas forcément, ça n'a jamais été démontré. Et donc cette nécessité-là, finalement, elle est absente. Donc peut-être revenir un petit peu en termes d'efficacité et aussi d'arguments avancés, cette fois-ci, non pas par les pouvoirs publics, mais aussi par les acteurs privés. Puisque je crois que tu as aussi été en charge d'aller démarcher un petit peu les municipalités, de comprendre un peu quels sont les arguments qui sont mis en avant et comment finalement ça peut in fine servir à d'autres fins. Oui, donc je le disais tout à l'heure, la vidéosurveillance classique ne fonctionnait pas. Il y a plein de méta-analyses internationales qui démontrent ça. Petite exception faite sur les parkings et les zones résidentielles où quand on installe des caméras, les cambriolages et les vols ont tendance à légèrement baisser, c'est pour être objectif. Mais il y a une étude assez récente qui a été menée par le politologue Guillaume Gormand dans la région de Grenoble et qui a démontré que sur 1932 enquêtes, la vidéosurveillance avait été utile, hein, je dis pas qu'elle a permis de résoudre l'enquête, mais elle a été utilisée dans 22 cas, ce qui donne 1,13%, donc c'est extrêmement faible. Donc on a ce problème d'inefficacité, je l'ai dit tout à l'heure, la VSA vient un peu sauver tout ça. Sur l'expérimentation des JO, il y a un rapport assez complet qui a montré cette efficacité. Sur 98% des alertes qui ont été remontées, il y en a les deux principales alertes, c'est détection de bagages abandonnés et intrusion dans une zone interdite. Noémie l'a dit, il y avait détection d'armes à feu, départ de feu, mouvement de foule, attroupement. Bon, on a 8 cas d'usage comme ça qui étaient testés. Le bagage abandonné était très attendu par la SNCF. Il y avait 4 acteurs, hein, la ville de Cannes, la préfecture de police de Paris, la RATP et la SNCF. Pourquoi c'était très attendu? Parce que la loi s'appuie évidemment sur l'argument terroriste. Donc le bagage abandonné est au cœur du dispositif. Et pour vous donner une idée, hein, d'après la SNCF, en moyenne par an, il y a 14 000 objets abandonnés par an. Pas forcément une intervention, mais donc voilà, c'est central pour la fluidité, hein, du trafic, au-delà même du risque terroriste. Et on a des faux positifs dans tous les sens, c'est-à-dire qu'une alerte dit qu'il y a quelque chose, mais en fait rien ne se passe. Bon, il y a quelques exemples croustillants dont je résiste pas de vous donner, mais il y a des pigeons qui ont été injustement détectés, des flaques d'eau, des réverbérations de fontaines, des enseignes lumineuses qui sont détectées, des gyrophares. Enfin, c'est vraiment, je crois qu'on a un taux de faux positifs de 62%. Ce qui a pour conséquence de rendre ces logiciels un tout petit peu inutilisables, parce que quand vous avez un outil qui fonctionne qu'à moitié, vous n'avez pas forcément envie de vous y mettre. Ce qui a été un peu surprenant, c'est que l'ensemble des acteurs, des 4 acteurs, des utilisateurs, ont tous dit que c'était plutôt pas mal et qu'il fallait pérenniser. Un des hauts dirigeants de la préfecture de police a dit que la VSA, la vidéosurveillance algorithmique, c'était pas le présent, mais peut-être le futur. Pour être tout à fait objectif, il faut aussi prendre en compte que les acteurs
Donc les éditeurs de logiciels de VSA n'ont pas eu beaucoup de temps pour installer ces dispositifs. Il faut être conscient de ça aussi, c'est une réalité. Le setup, donc la configuration de ces logiciels peut prendre du temps. Ces logiciels sont encore assez peu matures et peuvent être améliorés. Donc on parle d'inefficacité, mais je ne veux pas non plus faire croire qu'il n'y a aucun danger. À terme, les datasets s'amélioreront potentiellement, la capacité de traitement des serveurs qui permettent de faire tourner toutes ces analyses, toutes ces fonctionnalités vont augmenter. Depuis 20 ans, la capacité de traitement des serveurs augmente. En tout cas, ce qui marche bien aujourd'hui, ce qui est certain, c'est la reconnaissance faciale. Ça, il n'y a pas de doute. Ça demande certaines conditions, hein, des caméras de bonne qualité, une bonne luminosité et la détection de personnes, la détection de personnes dans des zones interdites. Mais parce qu'en fait, l'IA, les environnements complexes, elle a du mal. Sur la détection de bagages abandonnés, c'était intéressant. Comment elle peut détecter un bagage abandonné dans une gare qui grouille de personnes, comment elle peut déterminer si c'est abandonné, si quelqu'un n'est pas juste allé acheter des clopes ou quelque chose. Enfin, c'est trop complexe en fait pour elle. On a même des cas où des personnes, on a des SDF qui ont été confondus avec des bagages, on a des personnes qui portaient le même couleur de pull que le mur et donc l'IA ne la reconnaissait plus et voyait un bagage abandonné. Enfin, bon, ça a été... moi, j'avais écrit dans un article dans Reflet le beat de la vidéosurveillance algorithmique, qui n'est pas un très bon titre, je veux le reconnaître. Mais bon, voilà, on a ces problématiques-là, en tout cas sur l'efficacité. Je veux bien juste réagir là-dessus. Pour aller dans le sens de Thomas, que là ça fonctionne pas, et c'est vrai que moi aussi j'avais lu le rapport et il y a des moments un peu drôles tellement ça ne marche pas, mais ça finira par marcher. Je vais en reparler, la reconnaissance faciale marche très bien et on le voit dans des procédures judiciaires contre des militants, ça permet de l'identifier. À nouveau, elle est légale en France, si vous avez été arrêté un jour par la police et qu'il y a votre photo dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, bah, vous pouvez être repéré par reconnaissance faciale dans une enquête, donc il y a vraiment ce danger-là. Mais c'était pour parler aussi de dire elle marche pas technologiquement, mais pour dépasser cet argument, se dire aussi elle ne marche pas politiquement. En fait, ce n'est pas un bon outil de sécurité. Et souvent, dès qu'on va dans l'escalade de ces technologies, dès qu'on suit les débats parlementaires, c'est « Ah oui, mais c'est pour la sécurité, c'est contre le terrorisme ». Et en fait, c'est inefficace, ça ne sert pas aux enquêtes judiciaires et en fait, ça ne sert pas à faire sécurité. Et nous, on a essayé de questionner, enfin on n'est pas du tout les seuls, mais la définition de sécurité qui nous est imposée est d'insécurité. Et en fait, souvent, c'est plutôt, on ne parle pas de faits et de chiffres, mais d'un sentiment sur lesquels les autorités essayent d'agir. Et en fait, on a des sentiments d'insécurité et c'est légitime, mais parfois, ils sont aussi poussés. Et en fait, la caméra, elle sert surtout à atteindre ce sentiment et à rassurer. Et en fait, c'est pour ça que, par exemple, il y a des personnes qui demandent des caméras parce qu'ils se sentent plus en sécurité. Mais si on prend la chose rationnellement, c'est pas une caméra qui va les défendre, ou en tout cas qui va les mettre en sécurité. Et au contraire, ces caméras-là et ces outils de surveillance-là, à partir du moment où ils ne fonctionnent pas pour faire ça, ils fonctionnent pour autre chose, on l'a dit, pour discriminer, pour renforcer le contrôle social, donc l'autocensure, le fait d'imposer un comportement normal. Donc à nouveau, la VSA, elle va repérer ce qui est autre chose que juste marcher. Donc ça nous rappelle que dans une ville, on est censé que marcher. On n'a pas le droit de juste regarder un immeuble de pendant 3 heures si on a envie, parce que sinon ça va être détecté comme suspect. On n'a pas le droit d'être à trop nombreux, etc. Et cet outil, il va pas marcher pour faire sécurité. En fait, il y a d'autres manières à penser pour quand on rentre tard dans la rue le soir. En fait, il y a d'autres manières d'être rassuré. Il y a d'autres manières de personnes qui peuvent nous protéger. Et mince, j'ai perdu le fil de ma pensée. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus, c'est pas grave. Ça reviendra. Ouais, sur faire sécurité, sur le fait que ça fonctionne pas, mais c'est pas grave, ça reviendra. Alors, je rebondis du coup sur ce que tu dis et je vous laisserai peut-être après. Je poserai une dernière question à tous les deux pour qu'on ait le temps aussi d'échanger avec vous dans la salle. Je pense que c'est assez important effectivement de souligner ce que vous avez tous les deux dit, à savoir finalement c'est pas tant une question d'efficacité. Il y a des technologies qui sont beaucoup plus avancées, qui sont déjà extrêmement efficaces et qui n'en sont pas moins redoutables.
Il y a certaines technologies qui sont tout simplement incompatibles avec les droits humains et donc les rendre plus efficaces et les rendre plus dangereuses. Et effectivement, quand on parle de reconnaissance faciale à des fins d'identification, donc concrètement, vous allez en manifestation, on est capable de vous identifier et ce qui arrive dans certains pays, on peut aller vous arrêter chez vous après. Voilà ce que peut faire la reconnaissance faciale. Donc l'idée, c'est pas forcément de la rendre plus efficace, c'est de l'encadrer et de l'interdire quand elle est utilisée de manière incompatible avec les droits humains. En tout cas, c'est une des demandes qu'on porte. Et on voit bien que la France n'est pas un cas isolé, puisque partout dans le monde, les gouvernements se tournent de plus en plus vers ces technologies-là quand il s'agit de maintien d'ordre ou d'application des lois. Et donc, peut-être la dernière question que j'aimerais vous poser pour qu'on essaie d'ouvrir un peu, alors je ne sais pas si on peut vraiment terminer sur note positive la première partie de la discussion, mais de réfléchir aussi à des modes d'action, de réaction, peut-être de sensibilisation auprès du grand public. Et je me tourne vers toi, du coup, Thomas, et je terminerai avec Noémie. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager un peu comme piste sur ces questions-là pour un peu éclairer le débat, et ce sera la même question après pour toi. Et il nous reste à peu près 5 minutes pour qu'on puisse après ouvrir avec la salle. Alors les pistes, pour moi, elles se jouent beaucoup au niveau local. Je laisserai Noémie parler de l'affaire Moiran que vous avez très bien documentée. Mais moi, quand j'ai fait des rencontres en librairie, j'expliquais la caméra, ça coûte cher. Et ça pose aussi la question de la sécurité. Quel type de sécurité on veut? Il y a aussi la sécurité de l'emploi, la sécurité, le droit à l'hospitalisation, à l'école. Enfin, tout ça aussi, ça fait sécurité. Et on a ces espèces de patchs qui... c'est ce techno-solutionnisme ou ce techno-opportunisme, j'aime beaucoup, qui effectivement revient comme une espèce de réponse au trouble, alors qu'il y a énormément d'études sociologiques qui démontrent que la criminalité vient aussi d'un système oppressif, capitaliste. Je pense que je surprendrai personne en disant ça. Et donc, la caméra coûte cher. C'est de l'argent qui est déployé par les municipalités, parfois toutes petites. Une caméra... il y a le chercheur Tanguy Le Goff qui a fait une étude assez poussée là-dessus et qui démontre qu'une caméra, c'est en moyenne 20 000 €. Et je ne parle même pas de la maintenance. Donc ça coûte très cher. Et quand on pose la question aux élus, combien ça coûte, est-ce que c'est efficace et qui paye ? En général, ça fait un peu se dresser les oreilles de tout le monde, même les gens qui sont un petit peu pro-sécuritaires. On sait que les villes de Nice ou de Nîmes qui ont des populations assez âgées vont avoir l'idée comme quoi la caméra permet d'éviter le passage à l'acte délinquant ou criminel. Toutes les études ne le montrent pas et je pense qu'il faut aussi le rabâcher ça. Ce n'est pas une solution pour la sécurité dans l'espace public, il faut réfléchir autrement. La question des coûts est intéressante. Et puis peut-être que je terminerai sur cette idée d'un chercheur suisse qui s'appelle Yves Pedrazzini et qui dit mais quand on se retrouve dans un espace ultra sécurisé dans lequel vous avez des annonces sonores qui vous annoncent que vous avez des pickpockets, dans lequel vous voyez des pictogrammes qui vous disent qu'il y a une alerte attentat possible, dans lequel vous avez même un espace ultra sécurisé avec des caméras très visibles, est-ce que finalement ça ne produirait pas l'effet inverse ? C'est-à-dire qu'on voit que potentiellement il y a un danger dans cet espace qui puisse arriver parce qu'il y a une énorme sécurisation. Et je trouve que l'idée mérite peut-être d'être développée, mais je pense que c'est aussi à chacun et à chacune de se poser la question de quand est-ce qu'on se sent en insécurité. Ça va dépendre de notre âge, de notre sexe, de nos études, de notre position géographique. Tout ça, c'est assez bien documenté par la chercheuse Renée Zoberman qui a travaillé sur ces questions-là. Mais pour moi, c'est des sujets qui ne sont absolument pas débattus démocratiquement. Et le seul choix, c'est aussi de pouvoir commencer ici et localement. Mais il y a eu une bonne nouvelle récemment, mais je laisse Noémie en parler. Pour commencer à répondre à la question comment faire, et je rebondis sur ce que dit Thomas, c'est beaucoup au niveau local que ça se joue parce que c'est là où les décisions se prennent. Et donc dans la campagne Technopolis qu'on a lancée il y a plusieurs années, l'idée c'était de documenter donc ces technologies, mais aussi d'essayer d'agir au niveau local en outillant les groupes locaux parce que c'est là que ça se passe. Chaque ville a sa spécificité, a ses élus, va avoir une entreprise différente. Donc il y a des groupes locaux qui se sont créés. À Marseille, à Montpellier, à Bruxelles. Il y a des groupes qui s'appellent pas Technopolis, mais qui ont pu avoir des victoires aussi. Je pense à Saint-Étienne, où il y avait un projet, attention, de mettre des micros dans la rue pour détecter des bruits bizarres, où il y a des drones qui allaient arriver. Enfin bref,
ça n'a pas du tout vu le jour, et notamment grâce à la mobilisation de Halte au contrôle numérique, donc un collectif qui s'est créé, qui a fait une mobilisation sur place, des manifs, etc., et qui a fait tomber le projet. Et donc, nous, c'est au niveau local qu'on voit les plus belles choses, qu'on voit des groupes habitants se créer. Essayer donc, je l'ai dit au tout début, d'essayer de documenter, en fait, sortir de l'opacité, savoir c'est quoi le contrat qu'il y a dans ma ville, comprendre, ensuite aller trouver des élus municipaux, essayer de faire pression. Et il y a plein de manières d'agir possibles. Nous, par exemple, cet été, on a tracté, aller mettre des affiches, aller perturber des événements, faire des projections de films, etc. Et d'ailleurs, petit moment promo, il y a un groupe Technopolis Paris-Banlieue qui s'est créé il y a 1 an, justement pour essayer de comprendre un peu les spécificités de surveillance dans la région parisienne, qui se réunit tous les premiers mercredis du mois au bar commun dans le 18e, donc c'est la semaine prochaine. Voilà. Mais il y a un groupe là, il y a des groupes qui se créent à Lyon, à Arles, à Avignon. Enfin là en ce moment c'est assez chouette. Donc il y a vraiment des manières d'agir au niveau local, en se questionnant, comme l'a dit Thomas, et en trouvant d'autres personnes qui peuvent faire ça, enfin qui peuvent le faire avec nous plutôt. Et la bonne nouvelle, c'est que aussi, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de droit, et qu'en attendant, les lois elles avancent, et que le droit il avance, et que quand même l'outil juridique est un outil qui régit un peu notre société et peut permettre de faire bouger les choses. Et à la Quadrature, on avait lancé une affaire, un contentieux il y a plusieurs années, dans une petite ville d'Isère, où en fait on s'était rendu compte qu'il y avait un logiciel de VSA, donc d'une des entreprises les plus implantées en France, qui s'appelle Briefcam. Et on allait jusqu'au bout du contentieux, et le tribunal administratif de Grenoble a dit que l'utilisation de Briefcam était illégale. Et ça, c'était il y a 2 mois. Donc on va voir comment utiliser cette jurisprudence inédite pour essayer de pousser, faire avancer le droit, ou en tout cas le donner aussi à ces collectifs habitants, pour qu'ils aillent voir leur mairie qui aurait installé de la VSA, et dire regardez ce qu'a dit le tribunal administratif de Grenoble. Et c'est comme ça que ça continue. Du coup, voilà. Donc vraiment au niveau local, il y a pas mal de choses à faire, et il y a des choses qui se font, et c'est chouette à voir. Merci beaucoup à tous les deux. On va clôturer un peu cette première partie de l'échange. Peut-être pour reboucler avec le titre de cette rencontre, on en a parlé, et si Orwell avait raison, au vu de tout ce qu'on s'est dit, il n'avait peut-être pas complètement tort. On peut déjà peut-être se mettre d'accord là-dessus. En tout cas, il semblerait qu'il y ait quand même des pistes de résistance et de mobilisation. On a beaucoup parlé effectivement de la mobilisation locale, là où tout se passe, parce que ce font les expérimentations. Et de ce que j'entends, il y a aussi une convergence aussi des différents niveaux peut-être à envisager, et des différentes stratégies, que ce soit le contentieux, le niveau local, que ce soit le plaidoyer au niveau aussi national, et d'essayer de faire passer des lois qui soient véritablement protectrices, que ce soit la sensibilisation, comme ce qu'on fait ce soir, de pouvoir échanger, de pouvoir aller à la rencontre aussi des publics qui sont peut-être inquiets, qui se sentent concernés, mais ne savent pas forcément comment agir. Donc là, il y a déjà deux pistes, entre rejoindre un groupe Technopolis, où je vous conseille très vivement d'acheter le livre de Thomas Jusquem, qui se trouve juste à côté, et qui revient sur toutes ces problématiques-là. Ça passe par là, de se faire un peu une idée éclairée, de questionner, de ne pas forcément prendre cet argument de on en a besoin, c'est nécessaire pour argent comptant, de questionner et voilà, de demander des comptes. Donc je remercie beaucoup nos 2 intervenants, Noémie Levin et Thomas Jusquem. Et puis à vous la parole. Maintenant, je crois qu'il y a un micro qui pourrait circuler. Voilà. Si vous avez des questions spécifiques ou plus larges, n'hésitez pas. Merci. Et peut-être on peut les applaudir, je me dis d'abord. Bonsoir, merci beaucoup déjà pour cette discussion. Vous avez parlé des acteurs qui créent ces technologies de VSA. C'est qui ces acteurs? C'est des grandes entreprises? C'est des plus petits groupes? Est-ce qu'on en connaît? Oui, il commence à être un petit peu connu, mais pas tant que ça. Mais on a effectivement des grands groupes bien installés, et on a des startups très opportunistes qui, à terme, seront probablement rachetés par ces grands groupes. Avec la Quadrature du Net et mes travaux, je dirais que, et d'autres, on a à peu près une 30aine d'acteurs sur ces questions-là.
Voilà, on pourrait en citer quelques-uns. Briefcam, c'est un des pionniers technologie israélienne racheté par le groupe Canon, donc groupe japonais. En France, on a des acteurs comme Wintix, 2i, enfin, il y en a une trentaine, ça serait peut-être pas très logique de tous les citer, mais en tout cas, c'est un marché qui depuis 2015 se structure, s'est constitué au fil du temps. Et aujourd'hui, les JO sont justement une vitrine exceptionnelle. Et là, j'aurais dû mettre les guillemets, c'est un terme utilisé par les industriels dans le comité stratégique de filière, qui sont vraiment un tremplin pour ces technologies-là. Et l'idée, c'est vraiment pas seulement de se servir de la France et du tampon JO. Enfin, disons que l'idée, c'est vraiment de déployer ces logiciels-là à l'international, notamment en Europe. Parce que l'industrie de sécurité, au même titre que l'industrie de l'automobile, c'est un fleuron industriel français. On est presque à 2% de produits intérieurs bruts. Donc, même au-delà des questions de surveillance, il y a des vrais enjeux économiques, il y a des opportunités, il y a des bacs à sable réglementaires, il y a des lois qui sont construites. Et on est en train de voir, par rapport aux autres pays européens en tout cas, un pays comme la France vraiment en avance sur ces questions-là. Et d'ailleurs, les JO, évidemment, l'appel d'offres qui a été lancé par le ministère de l'Intérieur ne voulait pas de solution étrangère pour des raisons officielles de souveraineté nationale qui me paraissent logiques. On n'a pas forcément envie que des données aussi sensibles soient données à des entreprises étrangères, mais en tout cas, ça donne un sacré coup de pouce à certaines entreprises. Je documente ça un peu dans le livre dans lequel je me suis immergé dans une de ces sociétés qui a remporté, je dirais pas laquelle, je peux pas malheureusement, mais qui a remporté l'appel d'offres. Donc il y a un peu de détails dedans, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et une devant après. Oui, bonsoir. Je pense que ma question est davantage pour Madame Levin. Je me souviens quand j'étais enfant d'avoir lu un article dans Sciences et Vie Junior qui parlait donc de la vidéosurveillance mais qui parlait que du point de vue technique. Ils expliquaient d'un point de vue technique donc comment ça fonctionnait, mais ils disaient que ça pourrait pas être déployé à cause de la présomption d'innocence. Donc c'est par quelle pirouette ils ont pu passer outre une des pierres angulaires de l'état de droit? Merci. Alors c'est vrai que la présomption d'innocence, on en parle rarement. Enfin, c'est rarement quelque chose qui vient. Et en fait, d'un point de vue juridique, la pirouette pour moi qu'ils ont fait, c'est que ce qu'on appelle la prévention d'infraction est devenue de la répression, en fait. Donc tous les outils qui sont censés prévenir, donc avant la prévention, c'était vraiment de la prévention sociale. Donc dans les années 70-80, il y avait des politiques pour faire de la prévention, donc d'essayer de comprendre pourquoi il y avait des personnes ou des endroits où il y avait plus de criminalité. Et en fait, petit à petit, ces politiques-là ont été récupérées par le ministère de l'Intérieur, etc. Et la prévention, ce mot qu'on appelle prévention, en fait, on a mis des caméras, on a fait des contrôles, etc. C'est devenu surtout un arsenal répressif. Et on a totalement oublié la question de prévention sociale. Et du coup, et je crois que c'était ça le truc que je voulais dire tout à l'heure et que j'ai oublié, c'est qu'en fait, tous ces outils-là, on les donne pas à n'importe qui, on les donne à une institution qui est l'institution policière et qui n'est pas objective, ça c'est la manière gentille de le dire, qui est raciste et qui discrimine. Ça, c'est beaucoup plus documenté et c'est une autre manière de le dire. Donc, en fait, quand on va donner des outils qui sont potentiellement dangereux, enfin non, qui sont intrinsèquement dangereux parce qu'ils comportent en eux des logiques, des choix politiques discriminatoires, ben, on va renforcer du coup ces traits-là. Et les caméras classiques ou de vidéosurveillance algorithmique, c'est la même chose en fait. Il y a ça va être le vecteur en fait. Donc vous dites de quelque chose qui va rentrer contre la présomption d'innocence, mais en tout cas ça va être le vecteur de présupposés, de stéréotypes. Et donc évidemment que ça renforce ça, et donc ça va permettre des discriminations qu'on voit déjà aujourd'hui, donc avec des contrôles d'identité. En fait, c'est la même logique avec la vidéosurveillance. Et donc la question de la présomption d'innocence, on peut la poser aussi avec les questions de contrôle d'identité. Et c'est juste qu'on donne à l'institution policière tout un arsenal d'outils au nom de la prévention qui sont en fait des choses qui relèvent plutôt de la discrimination, qui vont à l'encontre de certains droits, du droit à la vie privée, du droit de la liberté d'aller et venir, etc. Et donc comment on en est arrivé là? Bah, voilà, c'est progressivement, et on en a pas mal parlé aussi, c'est avec aussi toute ce narratif sur la sécurité.
sur le terrorisme qui a permis d'élargir des pouvoirs qui étaient censés être exceptionnels et qui les ont généralisés. Et aujourd'hui, c'est assez difficile d'en sortir. Dès qu'il y a une technologie ou en tout cas une disposition qui est faite au nom de la sécurité, c'est assez inaudible quand on essaye de dire bah non, en fait, ça va être dangereux parce que vraiment, il y a ce narratif, c'est vraiment imposé et balaye tout sur son passage. Si je peux me permettre aussi de juste ajouter aussi un point et ensuite on prend la question suivante. C'est vrai qu'on a l'impression de changer de paradigme complètement. On passe de la nécessité de pouvoir documenter ou d'avoir un risque d'infraction individualisée, un soupçon raisonnable d'infraction individualisée, on devient toutes et tous des suspects potentiels, en réalité. On passe du statut de citoyen-citoyenne à suspect potentiel. Et ça a été aussi épinglé, en réalité, par un certain nombre d'acteurs. Et là, tout récemment, c'est assez important de le noter, les rapporteurs spéciaux de l'ONU, donc des experts indépendants de l'ONU, ont épinglé la France sur cette question-là, sur la loi JO, en disant qu'il s'agissait en fait de... Les mesures sécuritaires avaient été disproportionnées, que la surveillance avait été sans précédent, la vidéosurveillance algorithmique a été aussi mentionnée, et donc la question de la proportionnalité et de la nécessité, qui sont des critères qui doivent être respectés en droit international, sont complètement mis de côté. Et effectivement, aujourd'hui, on a des technologies, c'est exactement ce que disait Noémie, qui viennent amplifier des discriminations déjà existantes. Nous, on l'a documenté dans pas mal de régions dans le monde. On voit comment, et c'était le cas par exemple à New York, comment la reconnaissance faciale utilisée par la police new-yorkaise vient amplifier des biais racistes et discriminatoires qui sont déjà présents, qu'on avait déjà documentés. Donc effectivement, c'est une question de droit, de liberté fondamentale, et c'est aussi le modèle de société vers lequel on va et le changement de paradigme qui peut-être nous attend. Il y avait une autre question, sauf si et encore une derrière. Comme on a commencé 5 minutes en retard, on peut continuer, on peut déborder 5 minutes. Oui, c'est bon, parfait. Bonsoir, alors c'est plus une question pour Thomas. Je voulais savoir, dans l'entreprise dans laquelle tu as travaillé, comment ils abordaient la reconnaissance faciale. Est-ce qu'ils en faisaient déjà? Est-ce qu'ils en vendaient à l'étranger? Ou est-ce qu'ils voyaient ça comme une opportunité, même en France? Vous entendez? Oui. C'était une ligne rouge. Alors, peut-être en fait, je dirais qu'il y a 2 types de boîtes de VSA, de vidéosurveillance algorithmique. Il y a celles qui vont se positionner vraiment sur l'aspect Smart City. Bon, l'idée, en tout cas l'entreprise dans laquelle j'étais, c'était de vendre le logiciel pour permettre aux villes de faire de la vidéo-verbalisation, de détecter quand il y a des feux rouges, quand il y a des embouteillages pour fluidifier le trafic, aussi aux régies de transport pour connecter en fonction de la densité, ramener des trains. C'est ce que j'appelle un peu Smart City, on va dire versant, mais il y avait aussi des fonctionnalités très sécuritaires, comme la détection d'attroupement, la détection de maraudage, donc quelqu'un qui reste de façon statique dans un lieu pendant trop longtemps. Mais il y a la deuxième catégorie de boîtes de VSA, de vidéosurveillance algorithmique, comme Briefcam, 2i, qui eux clairement assument le côté policier. Briefcam parle de comparaison faciale. Bon, on dit reconnaissance faciale en français, mais donc eux, ils sont vraiment sur des aspects beaucoup plus sécuritaires. Donc pour répondre à votre question, il y avait la ligne rouge de la reconnaissance faciale qui était clairement avancée comme un argument. Nous sommes RGPD compliant, on répond aux exigences du RGPD et c'était censé rassurer d'ailleurs les municipalités. Briefcam et ceux qui étaient aussi sur le domaine sécuritaire avaient aussi ce discours public, mais dans leur logiciel, ils avaient cette fonctionnalité de comparaison faciale. Tout simplement, ils pouvaient récupérer une photo. Ça, c'est une présentation de Briefcam qui m'a été faite. Il n'y a même pas besoin de passer par le traitement des antécédents judiciaires. Pour ça, s'ils s'intéressent à vous, ils prennent une photo de vous sur les réseaux sociaux d'une qualité suffisante, ils la rentrent dans le système et une fois que vous passerez dans le flux vidéo, si la caméra est de bonne qualité, si les conditions météorologiques le permettent, eh bien vous pourrez être détecté. Donc, en tout cas, moi, j'ai pas eu à traiter de cette question directement. Oui, j'avais comme dernière question, est-ce que vous avez eu accès à des chiffres qui justement démontraient aussi
que suite à l'implémentation de ce type de solutions technologiques, on avait aussi un contrôle de police qui allait crescendo, ou ça, c'est des données auxquelles on n'a pas du tout accès parce que... Sur la vidéosurveillance algorithmique et la reconnaissance faciale, non. Enfin, Thomas, je sais pas si tu en as, mais non, il n'y a pas des données qui corréleraient l'usage de la technologie avec une augmentation des discriminations. C'est ça, en gros? Non, déjà, c'est difficile d'avoir des données sur ces technologies. Par exemple, sur les briefcams, c'était illégal et du coup, il y avait 0 donnée. Là, il y a eu un rapport interne qui dit qu'ils l'ont utilisé une fois. Enfin, sur l'année dernière, un mensonge total. Et sur la reconnaissance faciale dans le TAJ, je crois que les derniers chiffres datent de 2021. Et donc, quand même, la reconnaissance faciale dans le TAJ, c'est 600 000 utilisations par an par la police et la gendarmerie il y a 4 ans. Donc là, c'est sûr que c'est beaucoup plus. Donc déjà, c'est difficile d'avoir les chiffres. Et alors après, déjà, j'imagine que je connais moins, mais c'est encore plus difficile de documenter les discriminations policières. Non, on n'a pas ça. Et... Il y a peut-être un tout petit truc sur l'expérimentation des JO. Je crois qu'il y a eu plus de 1000 alertes. Il y a eu un seul procès verbal qui a été fait. À Cannes, il n'y a rien eu. À RATP, rien. Il y a eu 6 interventions côté SNCF et un seul procès verbal fait. Mais il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y avait en moyenne 35 000 policiers par jour. J'avais calculé, ça faisait 9 policiers pour une caméra à Paris. Donc en fait, même si le dispositif policier était en soi déjà beaucoup plus efficace, mais on manque encore beaucoup de recul là-dessus. Mais en tout cas, c'est les premiers chiffres. Mais je ne sais pas si on peut vraiment se baser dessus parce qu'il y a ce biais du dispositif policier qui empêche de regarder ça avec objectivité, je pense. On a peut-être le temps pour une toute dernière question s'il y en a. Ah, il y en a 2. Oui, il y en a 3. Allez. Tant que la régie me fait pas signe, je continue. C'est bon. Je voulais vous demander à quel point, vu que c'est si peu utilisé par la police, à quel point en France c'est vraiment inscrit dans la doctrine policière ou si c'est utilisé surtout à des fins commerciales, vu que notre vitrine c'est avant tout, c'est pas avant tout, mais c'est en grande partie une vitrine pour vendre des armes et des technologies à l'étranger. Et en France, du coup, est-ce que nous, on a assez de recul pour savoir si c'est vraiment utilisé pour discriminer et réduire nos droits ou si c'est surtout une volonté commerciale? Je dirais que c'est les deux. On l'a bien dit, l'émergence de ces technologies-là, en tout cas la vidéosurveillance algorithmique de surveillance des comportements, c'est vraiment à visée commerciale. Mais on sait que c'est quand même assez utilisé. Quand on voit les reportages, les trucs de presse, où il y a toujours une immersion dans un commissariat et il y en a un qui est très content parce que ça lui fait son travail à sa place. Donc il y a cette idée-là, mais là c'est vrai que c'est pas que du répressif, c'est aussi l'automatisation d'un travail qui est hyper pénible, qui est de regarder des écrans toute la journée. Avec les limites qu'on a dit, en fait ça fonctionne pas si bien. Donc il y a cet usage-là. Qui est clairement encore de l'ordre du mythe, peut-être est-ce que ça fonctionne, et surtout quand on l'a dit, c'est pas ça qui permet de faire sécurité. Et par contre, quand on est surtout dans le cadre d'enquête, donc c'est ce qu'on expliquait de vidéos a posteriori pour retrouver les gens via leur visage, via leurs vêtements, via leur démarche, c'est aussi de la reconnaissance de démarche et ça commence à venir. Là clairement c'est dans un but répressif et ça c'est très utilisé. Et il y a vraiment une volonté, donc ça a été dit, affichée de la France. Et là, je ne sais pas si tu as vu, elle est sortie aujourd'hui, il y a le contrat stratégique de filière, donc on en parlait, qui montre vraiment, c'est entre le ministère de l'Intérieur et l'industrie, qui pose un peu son plan sur les années à venir, de qu'est-ce qu'ils veulent faire. Là, c'est tous les 4 ans, il vient de sortir là. Et on voit vraiment qu'il y a des intentions politiques. Donc là, par exemple, dans celui qui vient de sortir, j'ai vu que dans les axes, il y avait de faire plus en plus d'expérimental et de déroger au droit, donc ce dont on parlait. Et aussi, on n'en a pas parlé, mais un des lieux premiers de la technopolice et de la surveillance, c'est les frontières et les personnes exilées, et de dire d'appliquer ça là-bas. Donc il y a un programme politique aussi derrière ces technologies pour viser une certaine catégorie de population qui sont en fait tout le temps les mêmes qui sont visées par la police. Donc je l'ai dit, les personnes exilées, les quartiers populaires et les militants et les manifestations. Pour résumer, en gros. Oui, et très rapidement,
Pour l'instant, la technologie est encore assez immature. On a documenté à peu près une centaine de projets actuellement, mais c'est très difficile de savoir. Effectivement, le a posteriori est plus efficace si on écoute les policiers. Donc là, depuis tout à l'heure, on parlait en fait de temps réel, c'est-à-dire un événement arrive, une alerte est remontée en temps réel. L'opérateur de vidéoprotection dans son centre de supervision urbain voit l'élément et il décide ou non d'enclencher une intervention. Sur la posteriori, ça permet de gagner du temps. Les policiers ont l'air de dire que ça fonctionne. Et puis Briefcam se vend. Briefcam est spécialisé sur la posteriori. Ça se vend, donc c'est pas juste du vent. Mais cela dit, la caméra est extrêmement politique. Il y a l'aspect, ce qu'on appelle, c'est pas de moi, mais c'est un chercheur dont j'ai oublié le nom, désolé, mais qui parle d'effet ruban. C'est-à-dire que quand vous installez de la vidéosurveillance classique ou algorithmique, c'est que l'élu fait quelque chose pour la ville. Et donc, soit c'est dans une optique électoraliste, soit c'est pour rassurer ses administrés, mais il y a vraiment une dimension, j'ai envie de dire presque, on s'en fiche si ça marche ou pas, tant qu'ils sont réélus et tant qu'on voit qu'il y a des actions en termes de sécurité, mais c'est vraiment un pansement sur une plaie ouverte, donc voilà. Merci beaucoup et je suis vraiment désolée, on va devoir arrêter là. On a déjà un peu débordé le temps, donc s'il y a d'autres questions, bon, on n'est pas trop loin. Je me remercie encore beaucoup nos deux intervenants. Non, c'est juste que je suis venue avec quelques... Du coup, on a fait une brochure sur la VSA au printemps dernier. J'en ai amené quelques-unes. C'est prix libre, donc si vous n'avez pas d'argent, c'est pas grave. Et surtout, j'ai pas mis de trucs. Mais du coup, il y en a là. Il y a aussi le livre de Thomas à la librairie. Voilà. Et mercredi prochain, au bar commun, pour ceux que ça intéresse. Voilà, tout est dit. Les messages sont passés. Merci encore et Merci très bonne tous. fin de soirée. Merci.